Vous écoutez Remarquable. L'histoire et l'art. en balade. Remarquable. Salut, c'est Corinne. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Remarquable consacrée aux maisons d'illustres. J'adore mettre mes pas dans ceux de mes personnages préférés. Les lieux façonnent les êtres et font partie de leur histoire. En entrant chez eux, on s'imprègne des ambiances, on se prend à imaginer leur présence et on se sent proche d'eux. Pendant plusieurs semaines, je t'emmène chez Monsieur Rodin, le sculpteur, Monsieur Caillebotte, le peintre, et Monsieur Zola, l'écrivain. 3 immenses artistes du 19e siècle. Avec mes invités, on parcourt leur domaine, on évoque leur personnalité, leur œuvre et leur vie si passionnante. Alors ne rate pas le prochain départ et abonne-toi à Remarquable. Si tu souhaites me soutenir, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute me donneront la banane. Allez, viens, je t'emmène. Voilà, j'arrive à la propriété de Gustave Caillebotte. Hop, je traverse la route et je rentre par un petit portail qui me donne accès à l'arrière de la propriété. Bonjour. Bonjour. Quelques jardiniers sont en train de faire les jardins. C'est une grande bâtisse blanche dans le style néoclassique avec de grandes ouvertures, un étage et puis des combles et une grande terrasse qui donne sur un immense jardin que nous allons découvrir tout à l'heure avec Valérie. Alors, me voici de l'autre côté de la maison. Premier étage, il y a des alcôves avec des statues un peu antiques. Voilà, de style antique. Ce matin, des dames qui promènent leur bébé en poussette, des ouvriers qui réalisent des travaux, des jardiniers, notamment une jeune femme qui ratisse l'allée de Gravillon. Il y a aussi ce matin des personnes qui font leur jogging dans ce parc. Un monsieur qui promène ses chiens. Le domaine est composé d'une belle maison de style néoclassique qui donne donc sur un très très grand parc. Et puis dans ce parc, il y a ce qu'on appelle des fabriques. Ce sont des petits bâtis qui ont chacun leur utilité. Donc on a la glacière, le chalet, la ferme ornée. Donc elle borde un peu un grand espace vert qui est entouré d'une allée de gravillons. Mais c'est immense. Ce jardin a l'air de s'étendre très très loin. Il y a évidemment beaucoup d'arbres. On a des petits parterres fleuris, blancs et roses. C'est vraiment très joli. Des chaises pour venir se poser quelques minutes ou pourquoi pas lire un livre. Bon, aujourd'hui c'est jour de pluie, mais c'est quand même très joli malgré la pluie. Ça donne un autre charme. Appel en cours.
Oui. Bonjour Valérie. Bonjour Corinne. Alors nous entrons dans la maison de Gustave. Voilà, alors bienvenue dans la maison de Gustave Caillebotte et de sa famille entre 1860 et 1879. Valérie Dupont-Aignan, directrice de la maison Caillebotte. Là on est dans le hall d'entrée. Très belle entrée avec un beau pavement noir et blanc. Alors cette maison a été habitée par les Caillebotte dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais elle a été conçue par Pierre-Frédéric Borel, qui avait ouvert la maison sur un grand hall pour ensuite entrer dans une succession de salons et de salles à manger, puisqu'il était restaurateur à Paris. Et donc on entrait dans ce hall et tout de suite, après s'être lavé les mains à la fontaine, on pouvait entrer dans la salle à manger. Ouais, d'habitude, on a d'abord, dans les maisons bourgeoises de ce type, on a d'abord un salon et puis ensuite une salle à manger. Mais là, on entrait de plein pied dans la salle à manger. Et alors, pour les visiteurs, c'est vrai qu'on découvre tout de suite ce mobilier Charles X qui est assez exceptionnel comme ensemble mobilier. D'accord. Et donc, à gauche, c'était la cuisine. Voilà, alors on entrait dans la cuisine avec toutes les arrivées des conduits d'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus une cuisine, c'est notre boutique, mais on a gardé quand même la cuisinière, en tout cas l'endroit de la cuisinière avec ces grands feux, parce qu'il faut dire que c'était une famille très nombreuse qui habitait ici et qui devait avoir besoin de cuisinières importantes en capacité pour pouvoir nourrir à la fois toute la famille, les amis et toute la domesticité qui vivait dans cette propriété. C'est de la faïence de Delphes ? Alors là, c'est une évocation de faïence de Delphes qui a été restaurée, refaite par un céramiste à Paris et qui reprend les motifs en vogue à l'époque et qui a mis aussi des petits clins d'yeux à dessiner le château Budet. Vous voyez, on a une vue du château Budet, on a un canotier aussi, mais qui se fondent dans les motifs. Donc, ça permet aussi aux enfants de faire un petit jeu, de retrouver les 7 motifs qui se sont cachés dans ce panneau de céramique. C'est vraiment joli aussi. Et ensuite, on avait du temps des Caillebotte juste à côté, puisque c'était aussi lié à l'arrivée des conduits d'eau. On avait une salle de bain, en tout cas une grande baignoire au rez-de-chaussée. C'était une baignoire pour l'ensemble de la maison. Mais il y avait des cabinets de toilettes auprès de chaque chambre aussi. Mais ça devait pas être très fréquent d'avoir une salle de bain à l'époque. C'était très novateur, bien sûr, parce que c'est les Caillebotte qui l'ont installé à la place d'une petite salle à manger privée qui avait été créée par Pierre-Frédéric Borel et qui avait été laissée par la veuve de Martin-Guillaume Biennet. Et les Caillebotte ont installé ça toujours dans cet esprit de vivre... dans des conditions hygiéniques très, très favorables. Voilà, c'est... Une famille moderne. Oui, c'était vraiment une famille bourgeoise, moderne du 19e siècle. Et fortunée, parce que je pense que tout le monde n'était pas en capacité d'avoir une salle de bain aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai. Comment la famille Caillebotte, et pourquoi surtout,
arrive-t-elle ici à Hyères ? Alors, c'est le père Caillebotte qui achète cette maison en 1860. Il a déjà une entreprise de filature en Seine-et-Marne et il vient acheter cette maison-là dans son entourage familial, puisque la maison appartenait à ce moment-là à la veuve de Martin-Guillaume Biennet, l'orfèvre de Napoléon Ier. Donc il achète cette maison à la succession parce que il a malheureusement été marié 2 fois au préalable et donc dans son entourage familial, il y a cette veuve Biennet et ses héritiers qu'il connaît. Donc il achète cette maison parce qu'elle est pas loin de Paris, elle est sur le chemin de la Seine-et-Marne et en plus, elle a une rivière qui la longe, ce qui est un peu exceptionnel dans ce type de propriété, parce qu'il y a beaucoup de propriétés de ce type en Seine-et-Oise à ce moment-là, mais là, elle est très très originale et elle a été refaite complètement et repensée au tout début du 19e par un restaurateur parisien qui s'était installé là et qui en avait fait un petit monde à part entière et qui était Pierre-Frédéric Borel. D'accord. Et c'était une maison de campagne ou une maison de vie ? C'est une maison à la campagne, mais c'est une villégiature à la campagne. Il faut voir que c'est la grande bourgeoisie qui vient s'installer ici. Donc le confort est le plus total. Les décors aussi sont très, très soignés. Il faut dire que cette maison a été créée par Pierre-Frédéric Borel et ensuite vendue à la veuve Biennet. Et donc c'est la veuve Biennet l'a acheté en l'état. Les Caillebotte achètent pratiquement en l'état. À l'époque, on vend vraiment, j'allais dire meublé, en tout cas décoré. Et Pierre-Frédéric Borel en avait fait un lieu somptueux. Donc je pense que c'est ça aussi qui a plu au père Caillebotte, qui était juge au tribunal de commerce, qui avait réussi aussi une carrière d'homme moderne sous Napoléon III et qui avait bien fait prospérer son entreprise. Donc ça correspondait un peu à ce qu'il souhaitait, mais à la campagne. C'était une maison où il venait pour les vacances intermédiaires et pour les grandes vacances d'été. Il faut dire que le père avait été marié 2 fois. Il avait eu un enfant survivant de ces 2 mariages où il avait perdu ses 2 premières épouses et ses premiers enfants. Donc là, avec sa 3e épouse, Céleste, la mère de Gustave Caillebotte, on reçoit toutes les familles... pas recomposées, mais en tout cas toutes les familles, y compris les tantes et les cousines des mariages précédents. Et puis on retrouve ces enfants qui sont pensionnaires à l'école, au lycée Louis-le-Grand à Paris, donc toute l'année, et on vit ces moments de bonheur. C'est vraiment une maison où ils ont été très heureux familialement, je pense, et où ils ont retrouvé cette joie de vivre avec, bien sûr, ces deuils qui planaient auparavant sur cette famille, parce que... Oui, ça a été très, très, très dur pour le père de Gustave. Tous ces décès, il a quand même eu une vie assez compliquée. Après, il a quand même connu le bonheur avec Céleste et ses 3 fils. Oui, absolument. Quand le père achète la maison de Hyères, Gustave a quel âge ? Gustave Caillebotte arrive ici à 12 ans. C'est l'aîné de sa fratrie... avec René, le petit frère, et Martial, le Benjamin. Alfred, le prêtre, enfin celui qui deviendra prêtre, est beaucoup plus âgé qu'eux. Mais il arrive ici, c'est vraiment son début d'adolescence, et il découvre à la fois la campagne, mais la manière de vivre aussi des gens à la campagne. Il vit à côté des domestiques et il profite beaucoup de sa famille au sens large du terme. Est-ce que on peut dire que ce lieu lui a aussi inspiré l'envie de devenir peintre parce que c'est tellement joli ?
Ah oui, je pense que cette maison de Hyères a été sans doute un coup de foudre pour les parents, enfin pour le père et pour la mère Céleste. Mais pour Gustave, il va découvrir cette vie dans le parc alors qu'il est... il est en pension à Paris, il est loin de sa famille, il a des amis, il a une solide... un solide enseignement aussi qui est issu de l'hygiénisme, enfin de la gymnastique, le sport, le développement corporel. Et donc ici, bien sûr, dans la rivière, il va pouvoir nager, il va pouvoir faire du bateau, et puis surtout, il va pouvoir peindre tout ça, parce que le regard d'un artiste dans cette maison a dû être ébahi de tous ces reflets, de la lumière à travers les feuilles des arbres. Alors donc découvrons cette ravissante demeure de l'intérieur déjà. Donc là nous sommes dans la salle à manger. Voilà, alors cette maison, elle a été conçue à partir de 1824 par un restaurateur parisien, Pierre-Frédéric Borel, qui avait un grand restaurant à Paris qui s'appelait le Rocher de Cancale, très connu, très fameux, et lui-même avait tout un pédigré de gastronomie important. Et donc, quand il achète cette maison, il veut en faire le lieu un lieu de divertissement et d'excellence de la gastronomie à la campagne, où il pourra recevoir ses clients les plus prestigieux. Voilà, donc on part de là. Et donc, il crée des décors un peu exceptionnels pour une maison de campagne, avec plusieurs salles à manger, et puis des salons, et il veut que les gens peut-être puisse se divertir et organiser des jeux, mais il n'en aura pas l'autorisation. Donc, les décors sont restauration et Charles X, avec à l'époque, il y avait des fresques au mur et des panneaux de Corot et de Barbeau qui ont été déposés entre-temps, mais dont on retrouve aussi la trace avec l'évocation des papiers peints réalisés au tout début du 19e siècle. Et puis, une succession de salons en enfilade avec une salle de billard, un petit salon de musique. Et donc, cette organisation... Elle va continuer à exister sous la veuve Biennet, la propriétaire suivante, mais aussi avec la famille Caillebotte qui investit les lieux et qui fera très peu de travaux de réaménagement. Le salon de musique sera réaménagé et ensuite... ce sera plutôt à l'extérieur, dans le parc, qu'il y aura quelques aménagements qui seront faits par Martial Caillebotte et son épouse. Alors là, on est dans le salon, ce salon jaune et vert, qui est très bien décrit aussi dans les inventaires. Ce salon était dédié aux femmes, parce que après le repas, dans la salle à manger qu'on vient de traverser, les femmes venaient se reposer, venaient faire de la couture, assises dans des fauteuils confortables. Aujourd'hui, ce sont nos fauteuils, les fauteuils de nos grands-mères, mais le confortable commence à apparaître au 19e siècle, alors que les assises au préalable étaient plus raides, avec des accoudoirs et tout. Là, on s'alanguit un peu. En tout cas, on a une bergère Récamier aussi, qui a figuré à Versailles. Et puis, les femmes venaient prendre le thé aussi, se reposer autour d'un feu de cheminée, avec un décor de grisaille. Et donc, ici, maintenant, vous avez l'histoire de Psyché et d'Apollon. D'accord, avec des colonnes
des fausses colonnes, mais donc voilà, avec une pièce un peu néoclassique. Avec un décor absolument néoclassique aussi, qui était très en vogue à l'époque, et avec ses coloris de jaune et vert. Voilà. Il faut dire que le mobilier a été réinstallé dans cette maison au moment de la restauration, avec aussi l'aide du Mobilier National. On a été une de ses premières opérations à l'extérieur du circuit habituel qui était destiné au ministère et aux immeubles de l'État. Et donc, ça a été une très belle collaboration parce qu'ils nous ont prêté beaucoup de mobilier, enfin mis en dépôt du mobilier qu'on ne pouvait pas acquérir avec le fonds de dotation qui avait été constitué. D'accord. Voilà. Donc justement, si on revient au mobilier, c'est pas le mobilier des caillebottes, ce que l'on voit là. En fait, on a retrouvé le mobilier dans lequel vivaient les caillebottes, puisque sur les inventaires de vente et de succession, c'était très très décrit. Et dans les collections du Mobilier National, qui sont un trésor absolument inestimable, on a pu retrouver des fauteuils et les refaire tapisser de la même manière que le mobilier qui existait au préalable dans ces pièces. Et c'est ça qui était formidable. C'était une très très belle collaboration parce que les tissus ont été retrouvés, les velours gaufrés, les soieries aussi. Enfin, tout ça a été fait de concert avec eux sur la base de ces inventaires notariaux. Alors, la famille nous a mis en dépôt ou prêté certaines choses aussi. Beaucoup de gens de la région aussi nous ont sollicité pour nous aider aussi, pour nous prêter des objets ou du mobilier. Et ceux qu'on ne pouvait pas avoir ou pas acquérir, on a fait appel au Mobilier National pour ça. Voilà, avec... Et alors, le frère Mathias faisait beaucoup de photos. Ah oui, mais peut-être pas à l'époque. Alors, quand il était ici, il était trop jeune. Hein. Alors, Martial va commencer à aimer la photo, mais à partir de son mariage avec Marie Minoret, qui habitait, enfin, dont les parents avaient une maison à Montgeron à côté, mais c'est un petit peu plus tardif. On n'a pas de photos de l'intérieur. Ce qu'on a, c'est plusieurs œuvres de caillebottes qui peignaient l'intérieur, et notamment la salle de billard avec une œuvre inachevée, et puis le salon de musique, et puis on a aussi des éléments, enfin les éléments, c'est les éléments notariés en fait des ventes et des successions. Il n'y avait pas de photo, oui, ce que je m'étais dit. Bon. Oui. Alors c'est une belle transition, on va aller voir cette fameuse salle de billard qui est effectivement Gustave a peinte. C'est un de ses derniers tableaux, du coup. Alors, s'il est inachevé. Non, je pense que c'est pas un de ses derniers tableaux, le billard, mais c'est un tableau qui a été inachevé parce que, vous voyez, on n'a pas du tout les queues de billard dessinées sur le tableau. On a le personnage, il est en train de faire un mouvement, d'esquisser un mouvement, mais Gustave Caillebotte n'a pas encore peint la queue de billard. Mais il donne l'ambiance générale de cette salle qui était complètement ouverte sur la nature et sur le parc, puisque les cheminées ne sont pas au centre de la pièce, mais il existait 2 cheminées latérales dont il ne reste qu'une seule de ces 2 cheminées ici, avec un marbre très précieux, qui est un marbre fleur de pêche. Et surtout, cette pièce était ouverte vers la nature, vers le parc. C'était vraiment le motif principal de cette maison. Voilà, le billard est un billard Charles X qui est pratiquement celui sur lequel Gustave Caillebotte et ses frères et son père ont dû jouer. Et pour la petite histoire, il a aussi il a été utilisé par Adolphe Thiers. Voilà. D'accord. Donc,
C'est D'accord. un bière qui nous a été proposé par le Mobilier National, exactement conforme à celui qui était auparavant. Alors le petit salon de musique, que c'est joli, c'est ravissant, ces tentures. Alors là, dans le petit salon de musique, c'est une pièce importante parce que quand les enfants arrivent ici, ils sont tout jeunes. Gustave va tout de suite se précipiter sur ses croquis et sur ses carnets, voilà, pour aller croquer un peu dans le parc ce qu'il voit. Et Martial aime la musique, donc ça sera vraiment la pièce aussi des enfants. Et Martial pourra s'exercer ici. Il deviendra compositeur par la suite, après ses années au conservatoire. Mais ici, on a un tableau de Caillebotte présentant le portrait de Zoé Caillebotte, qui est la petite cousine issue d'un premier mariage, la parenté est issue d'un premier mariage du père de Caillebotte. Et Zoé venait bien sûr jouer avec ses grands cousins ici. Le tableau a des tons dans les bleus, mais ça c'était un choix de Caillebotte parce qu'en fait les tentures n'existaient que dans les rouges et corail à l'époque, et Caillebotte aimait beaucoup le bleu. Et D'accord. donc il nous a fait aussi quelques petits clins d'yeux, et il s'est un petit peu amusé à peindre ce fond bleu, et ça a été un peu plus difficile pour retrouver les tentures d'origine avec le musée des arts décoratifs, le département des papiers peints du musée des arts décoratifs. Mais ce sont quand même celles de... Mais c'était les tentures qu'il y avait à l'époque, c'est le même modèle de braconnier qui est le grand corail. Voilà. Oui, c'est vraiment joli. C'est pas très grand cette pièce, ou Non. peut-être que c'est un effet d'optique? Non, c'est vraiment deux petites pièces qui ont été rajoutées par Pierre-Frédéric Borel quand il a acheté la maison au début du 19e. Et bien sûr, elles étaient à l'échelle aussi de la maison pour pouvoir avoir une façade palladienne dont on parlera tout à l'heure, et avec ces deux petites pièces perpendiculaires, le salon de musique et la bibliothèque. Ah oui, qui lui fait face. Voilà. Alors, ce qui est vraiment très très joli, c'est qu'il y a dans cette maison, c'est qu'il y a de très grandes ouvertures qui donnent effectivement sur l'extérieur, et c'est sur ce magnifique parc. Là, le soleil, le ciel s'est dégagé, on voit le soleil, donc on va pouvoir en profiter après la pluie, et c'est splendide. D'ailleurs, il y a un monsieur qui est en train de se reposer en admirant le parc. C'est vraiment un très bel endroit en Île-de-France, à découvrir absolument. Alors, le salon de lecture, tout ça, c'est très 19e quand même. Hein. Ah oui, complètement. Oui, voilà, c'était... Chaque petite pièce a son utilité propre. Oui. Le salon de lecture, alors c'est aussi un salon de lecture avec une bibliothèque et un petit salon de lecture un peu chaleureux. Le premier propriétaire, donc Pierre-Frédéric Borel, avait laissé dans la maison une bibliothèque de 6000 ouvrages, hein, et donc les livres sont restés sur place et ils ont été transmis. Et puis les Caillebotte lisaient beaucoup parce qu'ils étaient très très férus de littérature et de tout ce qui pouvait se donner à découvrir à leur époque. Et donc, bien sûr, ils l'ont utilisé. Et on voit d'ailleurs souvent la mère de Gustave Caillebotte lire sur des tableaux. Voilà, donc les femmes et les hommes lisaient beaucoup. D'accord. Une famille d'intellectuels, on pourrait dire ? Oui, je pense que c'était des gens qui étaient vraiment, je pense, qui vivaient dans une grande rigueur intellectuelle et morale, et qui ont vraiment profité parce que la ville leur permettait aussi, de tout ce qui pouvait les entourer dans la découverte de la littérature, des arts, sous toutes leurs formes. Voilà, mais c'est vraiment une famille bien dans son siècle, le siècle de Napoléon III.
Dans le prochain épisode, nous monterons à l'étage pour poursuivre la visite de la maison où se trouve notamment l'atelier de Gustave. L'occasion d'évoquer Caillebotte le peintre. À très vite! Vous êtes encore là? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci.